Oui, merci Paul. Et c'est la question ce soir, où en est notre diplomatie? Iran, Syrie, Russie, Israël, Palestine. Quelle est la ligne de notre politique à l'étranger, ses convictions et sa place aussi à la table du monde? La vision actuelle s'inscrit-elle dans les pas de la politique étrangère, d'indépendance, d'influence et d'équilibre incarné par le gaullisme? Les dossiers sont, vous le savez, brûlants. Les alliances se font et se défont sous nos yeux. Il y a un véritable basculement stratégique aujourd'hui dans plusieurs régions du monde. Alors pour certains, la France est hors jeu. Pour d'autres, au contraire, notre pays défend ses valeurs. Qu'en est-il? L'analyse et le débat avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, retour justement sur ce qui fait notre diplomatie depuis de nombreuses années avec Cécile Sixou. Domaine réservé des présidents de la Ve République, de François Mitterrand à François Hollande en passant par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, la politique étrangère française s'est illustrée ces 30 dernières années par sa constance sur certains dossiers. Qu'ils soient de droite ou de gauche, les présidents ont par exemple tous œuvré pour la construction européenne en entretenant notamment l'image du couple avec leurs homologues allemands, symbolisée par François Mitterrand et Helmut Kohl. Une seule posture aussi sur le conflit israélo-palestinien. La France ne prend pas parti et entretient son amitié avec les deux camps. François Mitterrand, en visite en Israël, avait par exemple marqué les esprits en 1982 en déclarant son soutien à la création d'un État palestinien, une position réaffirmée par ses successeurs. Autre pan diplomatique longtemps entretenu, celui de la politique africaine, annulation de dettes, augmentation des aides publiques au développement ou encore lobbying auprès des institutions financières internationales, les présidents de droite et de gauche ont toujours choyé l'Afrique. Enfin, pas de droite ni de gauche non plus sur le dossier irakien. En 91 d'abord, lorsque François Mitterrand décide de rejoindre la coalition internationale, toute la classe politique le soutient. Même cohésion nationale en 2003, quand la France refuse d'intervenir. Et nos invités sur ce sujet ce soir, Nathalie Goulet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, sénatrice UDI de l'Orne, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères et présidente d'Amitié France-Pays du Golfe au Sénat. Merci de nous accompagner. Corinne Nara-Siguin, bonsoir et bienvenue. Vous êtes la porte-parole du Parti Socialiste. Avec nous également Pierre Conessa, bonsoir. Bonsoir. Ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, spécialiste des questions stratégiques internationales et en particulier militaires. Et nous accompagne ce soir Denis Bochart, bienvenue. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et du monde arabe à l'IFRI, ancien diplomate. Vous avez notamment été ambassadeur de France en Jordanie. Alors, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord vous faire réagir un tour de table à ces initiatives dans l'actualité. Il y a le voyage, vous l'avez suivi, de l'ancien président Nicolas Sarkozy en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. Il y a le déplacement des députés français de droite reçus par Bachar el-Assad. Est-ce que vous considérez, Corinne Nara-Siguin, qu'il s'agit d'une diplomatie parallèle, comme on l'entend, ou alors que ce sont des initiatives qui relèvent du pragmatisme qui est parfois bienvenu? Je crois que là, il s'agit d'initiatives plutôt individuelles qui n'ont pas été coordonnées avec le président de la République et le Quai d'Orsay. Donc, il y a quand même, on va voir, pour ce qui est de la visite de Nicolas Sarkozy, exactement ce qu'il en ressortira. Avant de juger, on jugera sur pièce, mais on peut espérer, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il agira en tant qu'ancien président de la République et qu'il respectera la ligne qui a été fixée par François Hollande pour ce qui est de la relation de la France avec la Russie et en particulier avec Vladimir Poutine. Parce que malheureusement, on voit Nicolas Sarkozy là se déplacer avec des membres de son parti. Alors qu'on sait on sait que dans le passé, lorsqu'il était président de la République, il a changé la ligne politique, la ligne diplomatique politique, qui est devenue très pro-russe, très pro-Poutine, dès le début de son quinquennat sur la Géorgie, où il s'est mis clairement au service de Vladimir Poutine sur cette question. Et on voit que il y a une course, là aussi, malheureusement, notre politique intérieure, une course au Front National sur l'amitié entre les Républicains et Vladimir Poutine, sachant que l'amitié entre la Russie et le Front National est clairement établi. Donc il y a des aspects politiques qui nous inquiètent. Donc ce que j'espère, c'est qu'il se conduira en ancien président de la République et non en chef de l'opposition. Mais vous craignez quand même ce qu'on peut appeler une diplomatie parallèle, en tout cas une autre voie, parce qu'on sait bien, Nathalie Goulet, que l'ancien président ne pense pas du tout la même chose sur le dossier. Enfin, en tous les cas, ses rapports ne sont pas les mêmes avec Vladimir Poutine, ça c'est sûr. Écoutez, moi je fais partie d'une école qui pense que la France doit parler d'une seule voix à l'étranger. Alors la diplomatie parlementaire, ça existe.
il y a une liberté du Parlement. Certains de nos collègues sont déjà allés en Syrie, d'autres sont même allés en Crimée. Moi, à titre personnel, je n'y serais pas allée. Je suis allée très nombreuses fois en Iran. Je n'ai jamais eu de rencontre officielle parce que la France doit parler d'une seule voix et que le message de la France ne doit pas être brouillé. Alors qu'en France, on se dispute, on soit pas d'accord, etc. Mais à l'étranger, la France doit parler d'une seule voix. Alors, on ne va pas injurier l'avenir pour savoir ce que dit ou ce que dit pas Nicolas Sarkozy aujourd'hui, ni ce qu'ont dit ou pas dit les collègues qui sont partis en Syrie et qui ont pris leurs responsabilités. Moi, je considère que ça brouille le message de la France. Qu'il soit bon ou mauvais, une fois qu'on est à l'étranger, on doit parler d'une seule voix. Alors, qu'il soit bon ou mauvais, mais Pierre connaît ça. Pourquoi ces initiatives se multiplient? Est-ce qu'on peut penser à la cause? Pourquoi se multiplient-elles en ce moment? Je crois que ce ne sont pas des diplomaties parallèles, ce sont des diplomaties divergentes. Enfin, je crois que le politique extérieur est devenu un enjeu de politique intérieure. Et peut-être que c'est la fin d'une certaine mythe de la vie politique de la Ve République qui fait que le domaine réservé est celui du président de la République sur la politique étrangère. Enfin, cela dit, moi, je voudrais quand même rappeler un épisode qui, moi, personnellement, m'a beaucoup blessé. C'est quand le président Chirac décide de ne pas aller en Irak. Vous avez un futur président de la République qui est maintenant à Moscou, qui va voir l'ambassadeur des États-Unis pour dire que si lui avait été au pouvoir, on serait allé en Irak, et un haut représentant du Parti socialiste qui a fait la même démarche. Et ça, je trouve ça beaucoup plus injurieux, si vous voulez, pour la France. Maintenant, après, la diplomatie aujourd'hui est en train d'éclater, ça c'est une évidence. Ça, on va en parler en détail, parce que vous avez des avis divergents. Mais Denis Bochart, vous, en tant qu'ancien diplomate, comment vous voyez ces initiatives? Elles sont beaucoup critiquées. Certains jugent qu'elles sont maintenant naturelles. Ça fait un peu désordre, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ceci étant, je pense que tout le monde sent que les choses bougent. Les choses bougent depuis quelques semaines. Tout le monde est tout de même terrifié et, je dirais, sidéré par ce qui se passe au Moyen-Orient, par le chaos moyen-oriental, qui est non seulement un problème du Moyen-Orient et des pays voisins de la Syrie et de l'Irak, mais qui est un problème qui nous concerne, nous, Européens, qui concerne également naturellement la Russie. Et le fait que des flots de migrants soient arrivés massivement, et sans doute ce flot ne va pas s'arrêter demain, a fait prendre conscience qu'il fallait faire quelque chose. On ne sait pas très bien quoi encore. Mais il est sûr que la préoccupation de retrouver un petit peu de stabilité sur les champs de bataille du Moyen-Orient est une préoccupation majeure. Ce qui explique peut-être effectivement ces ballons d'essai, ces voyages plus ou moins, je dirais, personnels et non contrôlés. Alors ça, c'est très important, parce qu'il y a, Corinne Narassiguin, évidemment, un basculement dans plusieurs régions du monde, et en particulier au Proche et au Moyen-Orient. Il y a de nouveaux équilibres, de nouvelles alliances qui se tissent sous nos yeux. Et la question qu'on se pose, est-ce que la France, avec ce gouvernement, a compris les mutations profondes, ce qui est en train de se dérouler et le cours de l'histoire avec un grand H? Je crois que Laurent Fabius est probablement le ministre des Affaires étrangères qui s'est le plus déplacé. Parce que justement, on a aujourd'hui des crises multiples et qui ont des répercussions internationales très rapides. Et donc, la diplomatie française est très présente et très active. On a été très actifs sur le dossier syrien. Je vous donne juste un exemple. La réunion à Vienne qui s'est tenue il y a quelques jours, nous n'étions pas présents. La réunion à Vienne, elle a été organisée par les Russes. Oui. Et c'était le choix de la Russie de ne pas inviter. Je crois qu'il y a une volonté de clivage là du côté de Vladimir Poutine sur cette question. Et c'est pour cela que on a reçu en France, à Paris, les Américains, les Allemands, les Italiens, pour établir une position commune sur la question de la Syrie. Parce qu'aujourd'hui, l'intervention de la Russie en Syrie pose problème à la coalition. Oui, mais en même temps, Nathalie Goulet, est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution? Parce que les Américains, eux, ils sont pragmatiques. Certains, alors est-ce que c'est le cas ou pas, dénoncent un isolement de la France sur ce dossier. Attendez, les choses ne sont pas arrivées en Syrie en un jour. Ça fait 4 ans que ça dure, ça fait 4 ans que la situation se dégrade. Il faut aussi savoir que la France ne peut rien faire seule. Et quand la France était décidée à y aller, les États-Unis ne voulaient pas y aller. L'intervention. C'était il y a 4 ans et aujourd'hui. Oui, mais les choses ont bougé. C'est ce que est-ce qu'on a bougé avec ces choses? Non, je crois qu'on est resté là où on était. Et ce dont vous parlez, c'est-à-dire le pragmatisme, c'est la réalité de ce que des frappes ne seront pas suffisantes, de ce qu'il faut des opérations au sol, de ce que la situation est tellement dégradée que bien malin est celui qui serait capable aujourd'hui de donner une solution. Si on en avait une, elle serait déjà sur la table. Personne n'en a une aujourd'hui.
Donc il faut voir les choses au jour le jour, parce que la situation est tellement dégradée que personne aujourd'hui ne peut prévoir ce qui se passera demain dans cette région. Pierre Conessa, de grands connaisseurs de gauche, et là je prends des hommes de gauche comme Hubert Védrine ou Jean-Pierre Chevènement, qui connaissent bien le terrain aussi, affirment qu'on ne doit pas mener notre diplomatie avec seulement une boussole droit-de-l'homiste. Est-ce que selon vous, c'est le cas? Est-ce qu'on s'est laissé déborder par d'autres pays? C'est une question aussi de puissance et notre rang dans le monde. Est-ce que d'autres ont pris la place que la France devrait occuper en tant que puissance qui a son siège aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU? Oui, je pense que la politique droit de l'homiste, si vous voulez, est aussi une politique déclaratoire. Sinon, on n'aurait pas de rapport avec l'Arabie Saoudite. Hein. Donc, soyons sérieux sur la question du droit de l'homisme. Sur la question, moi, je suis surtout frappé par la rigidité des positions françaises déterminées une fois pour toutes. En particulier sans tenir compte de nos capacités militaires. C'est-à-dire, on ne peut pas afficher qu'on va faire quelque chose et obtenir des résultats. Rappelez-vous le scénario des bombardements des sites chimiques syriens. Comment peut-on militairement imaginer qu'on va bombarder des sites chimiques pour empêcher les Syriens d'utiliser leur arme chimique? C'était techniquement impossible. Et on s'est lancé là-dessus, et c'est heureusement que les Américains ont fait marche arrière, et heureusement surtout que les Russes ont mené cette diplomatie qui a permis d'évacuer les armes chimiques. Donc, il y a un moment où il faut revenir effectivement dans l'exacte analyse du rapport de force, et je ne comprends pas les blocages à l'égard d'Assad, à l'égard de la Russie, qui fait qu'il y a 2 ans, on organise une réunion sur la Syrie dans laquelle on exclut l'Iran et la Syrie. Donc je ne sais pas comment se sont décidées ces choses-là, mais je ne les comprends pas. Je crois qu'effectivement, le contexte syrien, qui est chaotique effectivement depuis plusieurs années, est à une étape nouvelle. Pour 2 raisons. D'une part, parce que l'opposition se radicalise de plus en plus, que les opposants sont essentiellement Daesh d'un côté, l'armée de la conquête dominée par le Front al-Nosra, c'est-à-dire en clair Al-Qaïda, qui tient le terrain. Et l'armée syrienne libre je dirais, est en voie d'évaporation. Il existe encore quelques katibas, mais sans doute quelques milliers d'hommes. Mais sur le terrain, effectivement, les forces actives, efficaces, et qui mettent en difficulté d'ailleurs le régime, c'est le Front al-Nosra et dans une moindre mesure Daesh. Et le deuxième élément tout de même qui change la donne, c'est effectivement l'intervention russe, d'intervention sous forme de frappe aérienne, qui a sans doute une efficacité militaire relativement limitée, mais qui a donné, je dirais, de nouveau le moral aux troupes de Bachar el-Assad. Il est clair que sur le champ de bataille syrien, il y a d'une part la Russie et l'Iran qui ont une politique déterminée, qui savent ce qu'ils veulent, et qui mènent une politique, je dirais, constante depuis 4 ans. Il y a d'autre part des pays occidentaux qui sont, le moins qu'on puisse dire, flottants. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, qui sont flottants, qui veulent aider une opposition dite modérée sans lui donner les moyens, avec sans doute pas mal d'occasions manquées, et qui se trouvent, dans une certaine mesure, ces politiques se trouvent actuellement dans une impasse. C'est pour cela que l'intervention de la France en Syrie, le choix de la France d'intervenir aussi militairement en Syrie avant que la Russie le fasse est extrêmement important par rapport à la question de la parole française et de la diplomatie française, du rôle de la diplomatie française dans cette région, et le fait que la France choisisse de garder son autonomie en termes de choix de ses cibles par rapport à la qualité du renseignement, et non seulement par rapport à la sécurité de la France, mais aussi par rapport à la protection des populations civiles qui restent encore coincées justement entre les groupes terroristes et les groupes loyaux à Bachar el-Assad. Les troupes loyales à Bachar el-Assad, on est quand même dans une situation où la France restera très clairement, le président l'a dit à plusieurs reprises, sur une ligne où il faut à la fois agir militairement contre les groupes terroristes et à la fois trouver des solutions diplomatiques pour faire émerger un gouvernement stable sans Bachar el-Assad. Parce que c'est ce que veulent les populations civiles qui sont ou en exil ou à fuir des massacres en Syrie. Et ce que fait la Russie aujourd'hui, c'est à 90%, ils ciblent des troupes qui ne sont pas des troupes de Daesh. Et ils n'ont aucune oui, c'est l'aspect militaire, comme nous ne sommes pas sur le terrain, mais vous le précisez. Je reviens à l'aspect diplomatique. Et ceci dit, ça pose des problèmes, cette position de la Russie, au point de vue diplomatique, ça pose des problèmes justement parce qu'on a besoin et de la Russie et de l'Iran pour trouver une solution diplomatique. C'est-à-dire la France. Les coalitions internationales, la France, l'Europe, les pays du Golfe sunnite, il va falloir trouver une solution.
qui inclut la coopération de la Russie et de l'Iran. Nathalie Goulet, ça rejoint ce que vous disiez et ça explique un petit peu aussi une intense activité diplomatique au Quai d'Orsay, puisque les réunions s'enchaînent pour savoir aussi comment reprendre la main quelque part sur le dossier syrien en incluant, nous n'avons plus le choix, les Iraniens, acteurs majeurs, peut-être même stabilisateurs de la région. Bien sûr, mais ça fait déjà longtemps, parce que la Russie est revenue, avant l'affaire de la Crimée, qui l'a fait rétrograder un peu dans l'estime générale, mais la Russie était revenue dans le jeu au moment où Laurent Fabius a été tellement dur lors des négociations de Genève sur l'accord iranien sur le nucléaire, et c'est à ce moment-là que les Russes ont repris la main avec les Américains pour trouver une solution, et que la France s'est trouvée isolée après le premier round de discussion à Genève. Ça a commencé comme ça. Et donc, Laurent Fabius, en jouant les bad boys sur ce dossier, a un peu isolé la France. Aujourd'hui, les résultats sont là, et c'est tant mieux, mais les Russes sont revenus dans le jeu à ce moment-là. Puis ils ont rétrogradé à cause de l'occupation de la Crimée et du Donbass, bien sûr. Mais les Russes sont revenus vraiment dans le jeu à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on a besoin de l'Iran, parce que l'Iran est au sol déjà en Syrie, parce que c'est le voisin, parce que c'est la puissance régionale, et ça fait longtemps. Vous savez, les gens qui sont partis des problèmes peuvent souvent être partis des solutions. Et l'Iran est parti à de nombreux problèmes dans la région et pourra donc probablement, via ses proxys, aider à un certain nombre de solutions. Je voudrais aussi élargir, Pierre Conessa, à la politique qu'on appelle, entre guillemets, arabe de la France. Il y a toute une tradition. La France a toujours eu un rôle à part. Et là, je parle également du dossier israélo-palestinien. D'ailleurs, je vais en parler dans quelques instants. Mon invité tout à l'heure sera le nouvel ambassadeur d'Israël en France. Il y a toujours eu un équilibre, Pierre Conessa, assumé, revendiqué pour faire avancer les choses et mettre à la même table les acteurs. Est-ce qu'on a encore ce rôle majeur, plus largement que la Syrie, dans ces pays-là ? Disons que la France avait une politique arabe à l'époque du général de Gaulle, et disons pour ses successeurs. Dire qu'on a une politique arabe aujourd'hui, même depuis Nicolas Sarkozy, j'en doute, pour différentes raisons, et en particulier sur l'affaire israélo-palestinienne. Parce que n'oublions pas quand même qu'on risque aujourd'hui de débuter la 3e intifada, que le nombre de morts qui a été accumulé entre ces 2 intifadas montre d'abord une leçon qu'on aurait dû tirer, c'est-à-dire qu'on ne lutte pas contre le terrorisme avec des moyens militaires, chose qu'on a absolument oubliée. Et deuxième chose, qu'il n'y a pas d'équilibre dans les processus. On veut bien souhaiter l'existence d'un État palestinien, mais quand vous voyez sur un site salafiste français 2000 morts à Gaza, on ne fait rien, 4 occidentaux égorgés en Irak, on envoie l'armée, vous êtes dans la position où vous liez une question extérieure à une question intérieure, et c'est une chose que Laurent Fabius, visiblement, ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il fait plus de bougisme que d'analyse de terrain. Il va beaucoup sur le terrain, il va beaucoup dans les grandes rencontres internationales. Et moi, je reviens à l'analyse que faisait Denis Bochart. Il faut partir de l'analyse de terrain. Qui sont les acteurs aujourd'hui ? Ce ne sont pas les réunions qui se passent à Vienne ou les réunions qui se passent à Paris. Si on ne tient pas compte de l'évolution militaire et politique et religieuse sur le terrain, on fera des grandes déclarations, on fera probablement des textes consensuels, mais aucune emprise sur la réalité. Alors, sur le dossier palestinien, la semaine dernière, on a eu un débat de politique étrangère dans cette maison. J'ai rappelé à Laurent Fabius que la Palestine n'était pas un territoire occupé, que c'était un territoire disparu. Et Laurent Fabius a dit que si les choses ne bougeraient pas, il y aurait une reconnaissance unilatérale de la France. Il avait d'ailleurs assisté à la levée du drapeau palestinien au siège de l'ONU la semaine dernière. Il l'a dit en séance, c'est au journal officiel de la République. Oui. Oui. Vous confirmez les parlementaires socialistes ont fait voter la reconnaissance de l'État palestinien, ce qui symboliquement est très important, mais parce que le gouvernement a choisi plutôt de soutenir le fait que la Palestine soit reconnue en tant que membre observateur à l'ONU, ce qui est un pas en avant très important. Donc, je crois qu'il y a aussi en Israël et en Palestine un problème effectivement sur le terrain du fait qu'il y a un durcissement extrêmement fort des deux côtés, avec un gouvernement israélien et des organisations du côté de la Palestine qui sont aujourd'hui dans l'incapacité de se parler, ce qui n'était pas le cas dans les années 90, mais qui est aujourd'hui très clairement le cas. Que le ministre des Affaires étrangères tente, c'est très compliqué, on posera la question à l'ambassadeur d'Israël, tente justement d'organiser une rencontre entre Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou. Ceci étant, pour prolonger le reportage que vous avez montré tout à l'heure,
qui était un reportage, je dirais, de la politique étrangère gaulo-mitterrandienne, si j'ose dire. Il est clair que depuis 2007, il y a une rupture avec le président Sarkozy, et une rupture, je dirais, déclarée, voulue, assumée, affichée. Et le président Sarkozy a dit très clairement, nos amis, ce sont les États-Unis, et au Moyen-Orient, Israël est notre ami. Et donc, dans une certaine mesure, après une certaine hésitation, le président Hollande et le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, ont poursuivi assez largement cette politique, aussi bien en Syrie d'ailleurs qu'en Palestine et que pour la question palestinienne. Et donc, je pense qu'il y a actuellement dans le monde arabe une image un peu brouillée de la politique française vis-à-vis des pays arabes. Qui date depuis quelques années. Oui, vous êtes d'accord, Nathalie Goulet? Non, mais d'abord, je suis d'accord. Et puis, le retour dans le commandement intégré de l'OTAN par Nicolas Sarkozy n'a pas non plus arrangé les choses, parce que l'OTAN, c'est le bras armé des États-Unis, et dans les pays arabes, excusez-moi, pardon, ça n'a pas une image extraordinairement positive, hein, puisque les États-Unis sont les alliés inconditionnels d'Israël, que 400 morts à Gaza, etc., n'a aucune espèce d'importance. Bref. Donc, moi, je voudrais quand même dire que on ne peut plus aujourd'hui, enfin je parle sous votre contrôle, M. Bochard et Pierre connaît ça, mais on ne peut plus parler de politique arabe parce que le monde arabe tel qu'on l'a connu il y a 5 ou 10 ans a complètement disparu. Donc je veux dire, do you want me to go back to Paris, disait le président Chirac à peu près avec cet accent, ou la décision de ne pas aller en Irak serait aujourd'hui quasiment impossible parce que tout a évolué complètement et le monde arabe a complètement explosé. C'est important ce que vous dites. Il y a une actualité cette semaine qui nous a renvoyé justement à notre politique étrangère et au choix qui avait été fait en Irak. C'est une sorte de mea culpa. Vous avez dû en entendre parler de Tony Blair qui revendique le renversement de Saddam Hussein et tout ce qui s'est passé, mais qui reconnaît que cette situation a généré le monstre Daesh. Et est-ce qu'on se dit à ce moment-là, Pierre connaît ça, peut-être merci à ce moment-là à la France d'avoir senti tout cela, merci à ce discours qui avait été porté à l'ONU quelque part? Ah bah oui, clairement, oui. C'est le dernier qu'on acte soit de droite que de gauche et du centre. Absolument, on est sûr qu'on était tous On était unis à tous ce unis. moment-là. Il y avait Bah, aucune... Le problème, c'est effectivement après. C'est Nicolas Sarkozy qui effectivement a été dans une fascination de l'administration de George W. Bush et en même temps dans le Vous copinage avez compris qu'il mettait dans le même sac François Hollande et Nicolas Sarkozy. Hein, oui. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de travail à faire parce qu'on doit réparer les écarts qui ont été commis par Nicolas Sarkozy, que ce soit sur le sport de nouveau néoconservatisme à la française, sur le modèle américain que Nicolas Sarkozy a engagé, que ce soit sur le retour à l'OTAN, parce qu'il a effectivement posé des problèmes par rapport à nos relations avec les pays arabes, et le fait que, effectivement, dans la région, et l'attitude de la Russie aussi a changé dans la région, parce qu'aujourd'hui, on voit des divisions entre les pays arabes sur l'attitude vis-à-vis de la Russie. Est-ce qu'il faut se tourner vers l'Occident ou vers la Russie? Je voudrais en plus de conclusion vous laisser la parole, vraiment 1 minute pour conclure. Derrière cette question de notre rang, etc., c'est aussi une question d'influence. C'est une question d'identité de cette nation aussi française qui se joue. Pierre connaît ça, c'est notre place dans le concert des nations. Oui, c'est certainement ce rôle-là, mais moi j'ai l'impression qu'on est en train de vivre une mutation. Elle doute de sa puissance aussi. Oui, mais je trouve qu'on est en train de devenir une nation de moyenne impuissance. C'est-à-dire qu'on est dans le déclaratoire et on ne mesure pas l'étendue de l'absence de moyens dont nous ne disposons pas, justement. Les décisions d'intervention militaire, aujourd'hui, ne correspondent absolument plus à l'état de nos forces armées. Et donc, il faut arrêter un moment de penser qu'on gagne des points simplement parce qu'on décide d'une intervention militaire. En tout cas, c'est un vaste débat. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci à vous. Allez, c'est l'heure à présent de la parenthèse détendue. Décaler toute autre chose dans cette émission. C'est le micro trop tard. Vous connaissez ce rendez-vous. Hein. Alex Darmon, dur travail. Il est allé au Salon du chocolat. Oui, un peu de douceur dans ce monde. C'est la 21e édition et elle est toujours aussi gourmande.